L'histoire débute avec une silhouette encapuchonnée, dissimulée sur le toit d'un château, attendant que toutes les lumières s'éteignent pour pouvoir s'introduire et éliminer sa cible. Mais juste avant de sauter, il perçoit une présence derrière lui et se retourne, découvrant un jeune garçon aux cheveux noirs, posté au sommet d'une des tours, le fixant intensément de loin. Un frisson glacial parcourt aussitôt l'homme encapuchonné, qui se dit que ce garçon doit être un autre tueur à gages, tout comme lui. Mais en y regardant de plus près, il comprend que ce jeune homme n'est autre que le légendaire assassin silencieux, réputé pour ses capacités absolument surpuissantes. L'homme encapuchonné réalise qu'il n'y a plus aucun espoir de s'échapper et qu'il doit absolument se frayer un chemin par la force. Alors, il court aussitôt pour obtenir un meilleur angle et lance une volée de pointe métallique aiguisée sur l'assassin silencieux. Malheureusement pour lui, l'assassin est bien trop rapide et esquive l'attaque sans le moindre effort avant de foncer droit sur l'homme encapuchonné. Ce dernier sort sa dague et tente d'en finir d'un seul coup, d'une seule estocade. Mais le garçon aux cheveux noirs parvient à bloquer et à dévier l'attaque avec sa propre dague. En un clin d'œil, ils s'affrontent sur le toit avant que le jeune homme ne désarme son adversaire avec une grande expertise. Le tueur à gages ne va cependant pas s'avouer vaincu si facilement, car il lance à nouveau une volée de pointe, que l'assassin esquive, mais cela crée une ouverture pour que l'homme encapuchonné puisse frapper. Malheureusement pour lui, le garçon aux cheveux noirs avait déjà tout anticipé et se glisse derrière l'attaque, réapparaissant juste dans son dos. Le tueur à gages encapuchonné commence à désespérer, réalisant que la différence de puissance entre eux est absolument énorme, et tente de lancer tout ce qu'il possède sur le jeune assassin. Le garçon, lui, reste parfaitement calme, déviant et bloquant chaque coup et chaque estocade que le tueur à gages lui lance, allant même jusqu'à parer sa lame secrète, dissimulée dans sa chaussure. Ainsi, le tueur à gages se retrouve sans plus aucun tour dans son sac, tandis que l'assassin le poignarde simplement au bras, avant de lui briser les jambes, le laissant à terre. Le tueur à gages n'arrive pas à croire avec quelle facilité le garçon l'a maîtrisé, mais il accepte sa défaite alors qu'une épée tombe du ciel, mettant fin à sa douleur pour toujours. Sa concurrence étant désormais écartée, élève sa dague pour poignarder sa cible, pénètre dans la chambre de sa cible. Il n'y a pas si longtemps, cet assassin mortel n'était qu'un adolescent solitaire, sans le moindre indice nommé Akira, originaire du Japon, qui allait au lycée et préférait passer son temps seul, lisant des mangas sur son téléphone. La plupart de ses camarades de classe ne se souciaient jamais vraiment de lui. Mais un jour fatidique, une déchirure soudaine dans leur réalité se produit, et lui, ainsi que tous ses camarades, sont transportés dans un monde complètement différent, au beau milieu d'une cour royale. Ils sont tous effrayés, se demandant si c'est un rêve ou une sorte de farce, quand un vieux mage arrive par une porte, affirmant que Sa Majesté royale souhaiterait s'entretenir avec eux. Aucun d'entre eux ne comprend absolument ce qui est en train de se passer. Alors que certains pensent qu'il s'agit d'une sorte de fête costumée, le roi entre bientôt dans la pièce avec la princesse et les accueille dans ce nouveau monde où ils ont été appelés par un rituel magique tout à fait spécial. Le roi passe immédiatement aux choses sérieuses, affirmant qu'il est le souverain du plus grand royaume humain, lequel est actuellement sous la menace d'une attaque imminente de la part des démons. Il affirme que seul un héros venu d'un autre monde possède le véritable pouvoir de vaincre le seigneur démon une bonne fois pour toutes, sinon ils seront tous condamnés à une mort certaine et à la destruction. Le mage s'avance ensuite, déclarant qu'ils doivent découvrir qui est le héros, et il ordonne à chacun de s'avancer et de placer ses mains sur le cristal magique, un par un. L'un des garçons, très excité, s'avance le premier, posant ses mains sur le cristal, seulement pour révéler son statut qui s'avère n'être rien d'autre qu'un dresseur d'animaux. Il semble déçu, mais le mage lui dit de ne pas s'inquiéter, car il possède tout de même des statistiques bien au-delà de la portée de toute personne normale. Un par un, les étudiants découvrent leur rôle, certains devenant mages, d'autres chevaliers, et d'autres encore guérisseurs. Akira remarque cependant quelque chose d'étrange, car tout le monde semble avoir des statistiques de départ de 180, alors que ses propres statistiques, en tant qu'assassin, sont 10 fois supérieures, atteignant 1800. Finalement, le garçon suivant, nommé Sato, s'approche de la boule de cristal, et se révèle être le héros parmi eux tous, avec des statistiques de départ de 1000. Le vieux mage le félicite, affirmant que les statistiques de départ de chaque personne sont scellées à un maximum de 500. Mais comme il est un héros, ses statistiques sont le double de cela. Cela prouve que quelque chose ne va pas avec les statistiques d'Akira, car les siennes semblent être presque le double de celles du héros lui-même. Tout le monde acclame Sato, car il était le garçon le plus populaire de la classe. Pendant ce temps, l'un des camarades de classe d'Akira le pousse à révéler ses propres statistiques à tout le monde également. Akira réfléchit à la situation dans laquelle il se trouve, et considérant qu'ils ne savent absolument rien de ce monde, ni de son fonctionnement, il estime qu'il est stupide de révéler un nombre aussi anormal, et qu'il devrait d'abord obtenir davantage d'informations à ce sujet. Une fois les statistiques de chacun établies et le héros révélé, le vieux mage affirme qu'ils recevront tous des armes et d'autres équipements en fonction de leur classe, puis il les renvoie dans leur chambre pour la nuit. En retournant dans sa propre chambre, il remarque également une caméra cachée, ce qui signifie que ces gens les surveillent, ce qui est assurément très louche. Il décide donc d'utiliser sa capacité de dissimulation de présence pour leur échapper discrètement. Une fois dans sa chambre, il s'habille de manière appropriée avant de sortir sur le balcon, s'imprégnant pleinement du fait qu'il se trouve réellement dans un autre monde. Sur ce, il décide qu'il devrait rapidement commencer à recueillir davantage d'informations, et en un saut tous deux, il escalade la muraille jusqu'au sommet du château, sans verser une seule goutte de sueur. Il repense alors à ses propres capacités absolument incroyables.
Il remarque soudain une fenêtre ouverte et se faufile discrètement dans la chambre de travail du roi lui-même, qui demande à la princesse si tout se déroule conformément au plan. La princesse répond que les enfants venus de l'autre monde ne semblent avoir aucune idée de ce qui se passe, et qu'aucun d'entre eux ne possède de grandes capacités magiques pour poser le moindre problème. Le roi lui dit de les surveiller attentivement avant de se reconcentrer sur son travail. Grâce à sa compétence de dissimulation de présence, Akira est pratiquement invisible, alors qu'il se tient à côté du roi, se demandant à quel point il serait facile de tuer cet homme à l'instant même, mais il décide de ne pas le faire. Le lendemain matin, Akira s'assied à la table du petit déjeuner avec le reste de ses camarades de classe qui ne semblent avoir absolument aucun souci, tandis que Sato, le gentil garçon populaire, se lève et fait un discours un peu gênant sur le fait qu'ils sont tous bien plus forts qu'ils ne l'étaient dans leur propre monde, et qu'ils devraient donc tous se concentrer sur l'aide aux habitants de ce monde avec leurs capacités et combattre les seigneurs démons, et exactement comme le roi l'a ordonné. Tout le monde dans la classe fait écho à leur accord avec ce plan absolument stupide. Pendant ce temps, Akira se demande s'il devrait révéler ce qu'il a découvert, étant donné que ces idiots supposent que le roi et la princesse sont leurs alliés. Après le petit déjeuner, les étudiants sont tous rassemblés sur le terrain d'entraînement où le seigneur commandant de l'armée royale, nommé Saren, se présente et affirme que, puisqu'ils sont tous des novices, il les aidera à s'entraîner afin qu'après un mois, ils puissent descendre dans un donjon et réellement tester leurs capacités. Sato rallie immédiatement tout le monde, affirmant qu'ils feront de leur mieux, tandis qu'Akira se dissimule toujours et observe silencieusement ce cirque de loin. Il décide de partir seul pour obtenir davantage d'informations, mais à sa grande surprise, il est suivi par Saren, qui confie la classe à son lieutenant Jill. Akira se demande si sa capacité de dissimulation de présence s'est estompée ou si elle a une durée d'activité maximale. Mais Saren se contente de sourire, affirmant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car ses capacités semblent fonctionner parfaitement bien. Il révèle qu'il est lui-même doté d'une vision mystique, ce qui lui permet de percevoir les différences de température. En gros, il est une sorte de caméra thermique ambulante. Akira se met sur ses gardes et pose sa main sur sa lame, demandant s'ils vont avoir des ennuis, mais Saren le calme, affirmant qu'il n'a absolument aucune intention de le dénoncer au roi ou à la princesse. Akira reste toujours sceptique et lui demande de quel côté il se trouve réellement. Mais Saren répond que c'est bien plus compliqué et que cela ne peut pas être expliqué si facilement. Réalisant qu'il ne ment pas, Akira baisse légèrement sa garde et mentionne qu'il souhaite visiter la bibliothèque pour obtenir le plus d'informations possible. Lorsque Saren lui demande quel est le niveau de sa capacité de dissimulation, Akira révèle qu'elle est déjà au maximum, ce qui est assez fou, mais que le reste de ses capacités n'est qu'au niveau 1, et qu'il n'a aucune idée de la manière de les augmenter. Saren sourit, affirmant qu'il peut l'aider avec cela, car il n'obtiendra de toute façon pas ce qu'il veut de la bibliothèque. Akira se demande à quel point il peut lui faire confiance, mais il ne peut pas nier le fait que l'idée de devenir plus fort n'est pas excitante. Il contrôle ses émotions, et demande à Saren comment il peut exactement rentrer chez lui. Mais Saren répond que même lui n'en a absolument aucune idée. Cependant, il sait qu'Akira doit devenir aussi fort que possible, car il ne pourra trouver un moyen de rentrer chez lui que s'il reste en vie. Akira affirme qu'il n'aime pas recevoir de l'aide gratuitement, alors Saren répond que pour le rembourser, Akira peut lui en dire davantage sur son propre monde. Cela semble faire l'affaire, car Akira serre la main de Saren, la première personne en ce monde à qui il décide de faire confiance. Bientôt, il commence à en apprendre davantage sur les autres races de ce monde, comme les hommes-bêtes et les elfes, qui possèdent leur propre continent distinct. Il continue également à entraîner ses capacités physiques et mentales, affirmant que l'entraînement est le seul moyen de faire progresser ses compétences et de s'améliorer, tandis que sa classe s'entraîne aussi séparément sous la tutelle de Jill. Un soir, il va retrouver Saren, car il a trouvé un livre dont il est certain qu'il a été écrit par le seigneur commandant. Saren saisit le livre et sourit, affirmant que c'est effectivement un plan pour renverser le roi, écrit par lui et déguisé en livre de cuisine. Saren révèle que le roi est un homme brisé, irréparable, qui s'apprête à faire quelque chose de vraiment insensé afin de changer le fonctionnement du monde, et Saren ne peut absolument pas laisser cela se produire. En même temps, il est le commandant des chevaliers royaux qui ont le devoir sacré de protéger le roi. Akira comprend son problème et révèle qu'il a eu l'occasion de tuer le roi la nuit même où ils ont été invoqués ici, mais il n'a pas pu se résoudre à utiliser sa dague. Saren répond chaleureusement qu'il a pris la bonne décision, car ce n'est pas parce qu'il est un assassin qu'il doit commettre des meurtres. Finalement, un mois s'écoule et les héros sont tous prêts à entrer dans les donjons, accueillis par presque toute la ville qui les applaudit et les encourage. Au loin, cependant, Akira remarque une fille encapuchonnée qui les fixe avec fureur, alors il utilise ses compétences pour apparaître derrière elle, la prenant complètement au dépourvu. Il lui demande pourquoi elle les regarde avec une telle rage, et la fille aux cheveux bleus répond que tout le monde en ville le salue, lui et ses compagnons, comme des héros, mais elle connaît le sacrifice qui a été fait pour les invoquer ici. Akira admet qu'il n'a aucune idée d'un quelconque sacrifice, mais tout comme un PNJ, elle lui dit de le découvrir par lui-même et s'éloigne. Bientôt, ils entrent dans le donjon où des monstres apparaissent de chaque recoin, et chaque pierre semble être une trappe révélant encore plus de monstres. Les étudiants semblent tous fatigués et affaiblis, tandis qu'Akira repousse autant d'attaquants que possible. Avant de demander à Saren s'ils devraient rentrer, Saren répond qu'ils ont suffisamment bien travaillé pour la journée
et utilise sa compétence divine pour dégager un chemin devant eux. Jill leur ordonne à tous de courir vers la sortie, mais ils se retrouvent tous toujours sous terre et bloqués par un groupe de monstres. Soudain, le Cringe Lord Sato se souvient de la bombe fumigène que la princesse leur a donnée, affirmant que cela repoussera les monstres, alors il lance la bombe vers eux. Mais à son horreur, une créature de guerre émerge de la fumée. Jill arrive sur les lieux, choqué de voir un minotaure à l'étage supérieur. Comme ils sont censés être bien plus profondément dans les donjons, Akira passe immédiatement à l'action, esquivant le coup et sautant sur le minotaure, le poignardant à la tête. Mais à sa grande surprise, sa dague se brise en petits morceaux, le forçant à reculer. Sato reste au sol, bien trop faible pour soulever son épée, mais Akira lui dit de rester en arrière, car il est censé être le héros qui vaincra le seigneur démon. Le commandant Saren arrive sur les lieux, réalisant à quel point la situation est vraiment grave, quand Akira suggère qu'il utilise sa capacité spéciale et lui laisse le reste. Saren lui dit que cela pourrait être dangereux. Mais après avoir vu la détermination dans les yeux d'Akira, il décide d'aller de l'avant et de lancer le sort. Immédiatement, un énorme éclair foudroie le Minotaure, tandis qu'Akira se positionne derrière le monstre, prêt à frapper. Akira active sa magie des ombres et envoie des pointes acérées, faites de pure obscurité vers le Minotaure, qui lutte encore contre l'éclair de Saren. Cependant, le Minotaure parvient à s'en libérer rapidement et cible Akira, ignorant qu'il a déjà lancé son sort. Alors que le Minotaure balance sa lourde hache vers Akira, sa main est transpercée par les pointes obscures. Akira transperce son corps avec encore plus de pointes, et une fois qu'il est certain que le Minotaure ne peut pas s'en libérer si facilement, il commence à le tirer vers le sombre abîme sous ses pieds. Le Minotaure est englouti par l'abîme, et les pointes lui arrachent la tête, juste avant qu'il ne disparaisse complètement. Tout le monde est stupéfait de voir qu'Akira a réussi à vaincre un monstre aussi incroyablement puissant. Mais alors, soudainement, ses pouvoirs deviennent incontrôlables. Tout le monde panique alors qu'il essaie de rétracter les pointes d'ombre, mais heureusement, Saren intervient pour l'aider à se calmer. Grâce à ses conseils, Akira parvient à reprendre le contrôle de son pouvoir, désactivant sa magie des ombres. Il se sent chanceux d'être encore en vie, et Saren lui dit qu'il s'est vraiment surpassé aujourd'hui. Une fois revenu du donjon, Saren le remercie d'avoir sauvé la vie de tout le monde, mais il ne pense pas mériter tout le crédit. Il dit que sans Saren pour le soutenir, il n'aurait pas pu vaincre le Minotaure, surtout parce qu'il n'avait pas été capable de lancer correctement la magie des ombres à l'entraînement. Saren remarque que c'est la première fois qu'il entend parler d'une compétence supplémentaire appelée magie des ombres, et il convient qu'Akira peut à peine contrôler le sort pour le moment. Il le prévient d'être prudent en l'utilisant la prochaine fois, puis décide de lui donner un sabre de samouraï que le premier héros a lui-même forgé. Akira prend l'épée et demande à Saren « Pourquoi ne la donne-t-il pas au héros actuel plutôt qu'à lui ?» Et le commandant répond que Sato possède déjà l'épée sacrée. Cependant, la raison la plus importante est que Saren a volé cette épée au trésor royal, et la donner à ce héros stupide le ferait arrêter en un rien de temps. Akira accepte volontiers l'épée et découvre ensuite qu'il y a des inscriptions près de la poignée. La première se lit Yato no Kami, et dans l'inscription suivante, le premier héros souhaite que son épée puisse guider son successeur en période de difficulté. Akira dit qu'il aurait aimé rencontrer le premier héros. En parlant du héros, Akira se souvient de la malédiction qui a été jetée sur Sato et comment ils n'ont pas pu la briser. Peu importe le nombre de fois où l'enchanteur a essayé, il sent que quelque chose de louche se passe et Saren a une théorie à ce sujet. La personne derrière la malédiction est en fait la princesse, qui essaie de transformer Sato en sa marionnette en utilisant un rituel de magie noire. Cependant, Akira arrive là juste à temps et détruit le cristal magique qu'elle utilisait pour accomplir le rituel. La princesse se met en colère et lui demande comment il ose entrer dans la chambre d'une femme sans sa permission, et Akira pointe simplement son épée vers elle. Disant qu'une sorcière qui maudit d'autres personnes n'est pas une femme, il lui demande pourquoi diable fait-elle cela, et la princesse répond que c'est pour le bien du roi. Akira lui demande pourquoi elle obéit au roi, et la princesse répète la déclaration précédente avec des yeux qui semblent dépourvus de vie et de raison. Akira le réalise aussi et quitte la pièce, mais la princesse possède d'autres cristaux magiques qu'elle compte utiliser pour maudire le reste des étudiants. Pendant ce temps, Akira apporte le cristal chez Saren et lui dit qu'il avait raison concernant la princesse qui maudissait Sato. Il semble que ce ne soit pas une nouveauté, car Saren remarque qu'elle n'a pas encore renoncé à ses actes maléfiques. Il demande à Akira s'il a montré son visage à la princesse, et il affirme, disant qu'il voulait avoir une conversation appropriée avec elle, mais qu'elle n'était pas très douée avec ses mots. Saren répond que la princesse n'est rien de plus qu'une marionnette pour le roi en ce moment, puis il dit à Akira de ne pas dormir à l'intérieur du palais ce soir. Akira est curieux de connaître la raison, et Saren explique que la princesse peut maudire n'importe qui, mais pas lui, puisqu'il ne lui a jamais révélé son statut. Cela signifie qu'elle essaiera plutôt de le faire tuer, et Saren veut qu'il reste loin du palais. Akira demande s'il ne va pas le réprimander pour avoir montré son visage avec insouciance, et le commandant répond que les adolescents sont censés être impulsifs et imprudents, et que c'est le devoir des adultes comme lui de couvrir leurs erreurs. Le lendemain matin, Akira se réveille au milieu d'une agitation provenant du palais, et une fois qu'il y arrive, il trouve une foule immense rassemblée.
Il remarque que Sato est libéré de la malédiction et demande ce qui se passe ici. Sato répond que Saren est mort et Akira n'arrive pas à assimiler cette nouvelle. Il se précipite à travers la foule pour voir le corps sans vie de Saren gisant sur le sol, une dague plantée dans son cœur. Akira est dévasté de perdre son seul ami dans ce monde, mais ses camarades de classe lui disent d'arrêter de faire semblant parce qu'ils croient Nishikilesi est le tueur. Il souligne que la dague utilisée pour tuer Saren lui appartient, et Akira leur rappelle que sa dague s'est brisée lors du combat contre le Minotaure. Cependant, personne n'est disposé à l'écouter, et il l'accuse d'être louche et indigne de confiance depuis qu'ils sont tous arrivés ici. Akira se demande s'ils sont sous la malédiction de la princesse, et il est prouvé qu'il a raison par la façon dont ils le blâment tous. Seul Sato vient à sa défense, disant qu'ils doivent enquêter sur l'affaire de manière approfondie. Mais le roi déclare qu'Akira sera exécuté pour avoir assassiné leur commandant bien-aimé. Il ordonne à ses gardes de l'arrêter, mais Akira utilise une compétence pour cacher sa présence et s'échappe, indemne, tandis que le roi envoie ses troupes le chercher partout dans le palais. Akira va voir Jill, qui révèle que l'unité d'assassinat d'élite a tué Saren sous les ordres directs du roi. L'escouade d'assassins est également à ses trousses, mais Saren l'avait anticipé, et il a préparé des provisions de voyage dans sa chambre. Jill dit à Akira de prendre les provisions et de fuir. Et il remercie le vice-commandant avant de se précipiter dans la chambre de Saren pour prendre les objets, mais oubliant une petite bourse dans la précipitation. La nuit, le roi parle de la façon dont Saren est tombé plus facilement qu'il ne l'avait imaginé, et maintenant, il n'y a plus personne pour s'opposer à eux. La princesse lui dit que le lavage de cerveau de tous les étudiants, à l'exception du héros, est terminé, et qu'ils n'ont plus besoin que d'une raison pour déclencher une guerre avec les royaumes voisins. Le roi est ravi d'entendre cela, et il dit à la princesse d'envoyer les assassins à la poursuite d'Akira pour s'assurer qu'ils ne survivent pas assez longtemps pour devenir une menace pour eux. Pendant ce temps, Akira se cache dans le donjon parce que Saren lui a dit, un jour, que c'était le meilleur endroit pour éviter les gens qui le poursuivaient, mais la seule chose qui lui manque, c'est de l'eau potable propre. Le donjon est également le meilleur endroit pour monter de niveau et améliorer ses compétences, mais la plupart des gens ne le font pas parce que c'est bien trop dangereux. Saren avait prévenu Akira que même sa compétence de dissimulation de présence ne le protégerait pas des monstres de haut niveau qui ont des sens incroyablement aiguisés. Mais s'il monte suffisamment de niveau, il pourra effacer son odeur et même sa température corporelle pour tromper presque n'importe qui. Suite à ces paroles, Akira s'enfonce davantage dans le donjon, affrontant de puissants monstres, comme des chiens de flamme qui explosent en mourant. Akira se souvient que Saren lui avait parlé de la compétence spéciale que chacun reçoit, après avoir atteint le niveau 100, et comment cela les rend vraiment plus forts. Vaincre les boss du donjon est le moyen le plus rapide d'acquérir plus d'expérience, mais c'est aussi un combat à mort dont il ne peut s'échapper une fois commencé. Akira est déterminé à devenir fort, rapidement à tout prix, et après avoir vaincu les chiens de flamme, il entre dans la salle du boss où un gigantesque lion démoniaque l'attend. Le monstre lion l'attaque immédiatement, et Akira esquive tout, mais il ne remarque pas que la queue du monstre est un serpent capable de cracher du venin. Alors qu'il est pris au dépourvu par le venin, le monstre le poignarde avec sa griffe. Akira réalise qu'il a de la chance d'être encore en vie à cet instant, mais il n'a pas l'intention d'abandonner pour l'instant. Alors que le lion le projette au loin, Akira décide de tout donner et déchaîne sa magie des ombres. Les pointes obscures transpercent immédiatement le monstre et le déchirent en morceaux, mais Akira ne peut pas le contrôler longtemps et s'évanouit. Cependant, une voix masculine surgit de l'intérieur de lui, disant que le maître a subi trop de dégâts, donc la magie des ombres sera activée de force. L'ombre se rapproche rapidement de son corps et entre en mode de guérison, utilisant le mana stocké dans sa magie des ombres pour soigner ses blessures. De retour au palais, Sato dit à ses camarades qu'ils devraient partir vaincre le seigneur démon maintenant, mais la plupart lui disent que ce n'est pas le bon moment puisque le commandant des chevaliers vient de mourir. Sato insiste sur le fait qu'ils doivent agir maintenant ou il sera trop tard, mais la plupart des étudiants sont sous l'emprise de la malédiction et ils lui disent que c'est inutile. Sato déclare qu'il ira seul dans ce cas, mais heureusement il y a des gens qui sont prêts à l'accompagner. Sato ne comprend pas pourquoi ils choisiraient de le suivre alors qu'ils sont maudits, mais ils sont convaincus d'avoir surmonté leur malédiction. L'enchanteresse dit qu'elle a pu différencier les personnes maudites des personnes normales, et elle est sûre que tout le monde ici est libéré de la malédiction. Le grand épéiste Asahi s'en attribue le mérite, disant qu'il se souvient vaguement d'avoir coupé d'étranges cristaux dans une pièce inconnue. Il ne se souvient pas comment il est arrivé là, ni comment il a trouvé un sabre de samouraï. Mais depuis lors, peu d'étudiants étaient libérés de la malédiction. Il s'avère que c'est Jill qui a rendu cela possible. Sa compétence de suggestion est plus puissante que n'importe quelle malédiction lorsqu'il s'agit de faire à sa cible une seule action simple. Il est content d'avoir pu sauver au moins quelques étudiants, car c'était le dernier ordre de Saren, et maintenant il ne peut que leur souhaiter bonne chance pour leur voyage. Pendant ce temps, Asahi pense qu'ils doivent faire équipe avec Akira dès que possible, car il était le seul à connaître la vérité quand ils étaient tous maudits. Il se souvient de l'époque du monde réel où il avait trouvé Akira travaillant à temps partiel à un passage à niveau. Akira lui avait demandé de garder le secret, car il ne voulait pas que ses camarades de classe et sa petite sœur découvrent son emploi. Et Asahi n'y voyait aucun problème. Alors qu'ils commençaient à parler de leur sœur, ils apprirent que les filles étaient les meilleures amies, ce qui leur donna une raison d'être en bons termes. De retour dans le donjon,
Akira se réveille en rêvant aussi de l'incident, et il se demande si Asahi est en sécurité. Il remarque soudain que son corps se sent bien mieux qu'il ne le devrait, et ouvre son statut pour découvrir que ses statistiques ont augmenté, et que ses PV sont de nouveau au maximum. Non seulement cela, sa compétence de magie des ombres a progressé même s'il ne l'a utilisée qu'une seule fois, et il ne comprend pas comment tout cela est possible. Cependant, il n'a pas le temps d'y penser et décide de continuer à s'enfoncer dans le donjon. Il atteint bientôt le 75e étage du donjon, et un monstre Slim l'attaque immédiatement. Akira est surpris de voir un Slim aux étages inférieurs, et le tranche aussitôt, et étonnamment, une jolie elfe tombe des restes du monstre. Akira est confus par cela, et il décide d'utiliser la compétence appelée Ouïe du monde, qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser auparavant. Au moment où il utilise les compétences, il voit beaucoup de choses horribles qui le font presque vomir, mais il annule la compétence avant qu'elle ne puisse surcharger son esprit de nouvelles informations. Juste à ce moment-là, l'elfe Emilia se réveille, et Akira lui demande si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien, mais Akira ne lui fait pas confiance, car il a vu son statut plus tôt, et a constaté que ses PV étaient tombés, à seulement 2% auparavant. Il sait aussi qu'Emilia possède également la compétence Ouïe du monde, et qu'elle l'a déjà utilisée sur lui. Elle l'appelle par son nom et lui demande ce qu'est cet endroit. Et il lui dit que c'est un donjon, où il essaye de monter de niveau. Il commence alors à lui faire la morale, sur le fait qu'il n'est pas de bonne manière d'espionner le statut des autres, mais elle s'effondre soudainement dans ses bras. Akira découvre qu'elle a de la fièvre, et il la ramène au 69e étage pour qu'elle se rétablisse. Emilia est surprise en se réveillant, mais Akira lui dit de boire de l'eau pour qu'elle reste hydratée. Il lui donne ensuite de la bouillie à manger, et elle lui demande pourquoi il l'a amenée jusqu'au 69e étage depuis le 75e étage. Akira répond que c'était l'étage le plus proche, avec une source d'eau, puis lui demande de se reposer. Elle le remercie de l'avoir sauvée, puis révèle qu'elle est une princesse, mais Akira ne s'en soucie pas vraiment. Peu après, Emilia se rétablit complètement et rejoint Akira dans son voyage, alors qu'il atteint le 80e étage du donjon. Elle utilise sa magie de gravité pour l'aider au combat, mais il n'est pas vraiment content qu'elle le suive dans le danger. Emilia lui dit qu'elle va dans la même direction et déclare ensuite avec confiance qu'elle est assez forte pour prendre soin d'elle-même. Akira n'a d'autre choix que de l'emmener avec lui maintenant et bientôt, ils entrent dans la salle du boss où ils trouvent un dragon terrifiant, prêt à tuer tout intrus. Le dragon crache immédiatement des flammes bleues vers eux, mais ils parviennent à les esquiver. Akira dissimule sa présence, tandis qu'Emilia plaque le dragon au sol avec sa magie de gravité, lui donnant ainsi la chance d'attaquer. Cependant, le dragon le voit arriver malgré son sort d'invisibilité et le repousse. Emilia crie à Akira que le dragon le détecte grâce à son mana et lui demande de le mélanger avec le mana ambiant. Akira n'a pas encore appris à faire cela, alors il décide de se battre comme il l'a toujours fait. Il active la magie des ombres et envoie une seule pointe sombre vers le dragon, lui griffant le visage et le forçant à changer de trajectoire. Profitant de cette chance, il poignarde l'œil du dragon avec son épée, le faisant tomber. Emilia est vraiment impressionnée par sa méthode de combat téméraire, mais alors qu'elle s'apprête à demander des détails sur ses pouvoirs, le corps du dragon commence à briller, les étonnant tous les deux. Le dragon se transforme en un chat bleu géant, et ni Akira ni Emilia ne peuvent deux comprendre comment cela est possible. Emilia utilise sa compétence Wild du monde et découvre que le chat est un métamorphe. C'est ainsi qu'il s'est transformé en dragon. Tout prend sens pour elle maintenant, car un vrai dragon aurait été bien plus résistant que ce chat. Akira est impressionné par la facilité avec laquelle Emilia peut utiliser son œil du monde, et elle lui demande pourquoi il ne l'utilise pas lui-même. Il se souvient comment son cerveau a failli se déchirer la dernière fois qu'il a essayé d'utiliser la compétence, et il pense que c'était parce que son niveau est trop bas pour l'utiliser correctement. Cependant, Emilia croit qu'Akira rejette la compétence, ce qui est la raison pour laquelle il a des problèmes avec elle. Juste à ce moment-là, le chat noir se réveille et commence à parler. Il est déçu d'avoir été vaincu par un humain et un elfe alors qu'il s'était transformé en dragon, juste pour s'amuser. Akira est stupéfait d'entendre le chat monstre parler, et il est offensé par sa réaction. Il lui dit de ne pas le confondre avec d'autres monstres de bas niveau, qui sont purement guidés par l'instinct, car il est un être d'intellect supérieur, créé par le seigneur démon lui-même. Akira répond que cela ne fait aucune différence, car après le dernier coup, le chat ne pourra plus riposter. Le chat noir ne se soucie pas de mourir, mais il a un message pour Akira avant de trépasser. Il se lève et commence à rayonner une aura menaçante, disant à Akira que le seigneur démon l'attend dans son château situé au plus profond du continent démoniaque de Volcano. Ce message rend Akira méfiant, et il demande comment le seigneur démon le connaît et pourquoi il veut qu'il vienne à son château. Le chat noir répond que le seigneur démon est un être bien au-delà de sa compréhension, donc il ne peut rien lui dire de plus. Il se couche alors sur le sol, disant à Akira de le tuer, mais celui-ci refuse. Le chat lui dit d'arrêter de faire semblant d'être cool, car les humains considèrent tous les démons et monstres comme leurs ennemis, il est donc logique qu'il le tue déjà. Akira n'est pas d'accord avec lui car pour lui, le véritable ennemi est le roi, et il ne croit pas à ces paroles selon lesquelles les démons sont leurs ennemis. Cependant, Emilia lui rappelle que la porte de la salle du boss ne s'ouvrira pas, à moins qu'il ne tue le boss,
ou que le boss ne les tue. Le chat noir est d'accord avec elle, demandant à Akira s'il compte mourir de faim ici. Il lui demande la raison pour laquelle il ne veut pas le tuer, et sa réponse est simple et stupéfiante. Il répond qu'il est une personne à chat, et contrairement aux autres monstres, le chat noir peut lui parler. Il croit qu'il doit y avoir une faille qui leur permet de quitter la salle du boss sans tuer le chat. Et Emilia se souvient qu'il y avait une autre façon de le faire. Elle dit que si Akira forme un pacte avec le chat noir et l'accepte comme son familier, il cessera d'être reconnu comme un monstre boss et la porte s'ouvrira. Le chat noir rit de l'idée, disant que seul un utilisateur de magie expérimenté avec un grand contrôle sur le mana peut faire le rituel, et Akira n'a pas ce qu'il faut. Emilia n'est pas d'accord avec lui et révèle qu'il a déjà dépassé la limite nécessaire pour faire le rituel. Elle rappelle au chat noir qu'Akira a détaché son mana de son corps pour le confondre plus tôt, ce qui est quelque chose que seul le premier héros a fait auparavant. Emilia est confiante qu'Akira peut effectuer le rituel, mais elle n'est pas sûre qu'il réussira. Il lui demande ce qui se passe, s'il échoue, et le chat noir répond que l'un d'eux mourra, et dans le pire des cas, les deux pourraient perdre la vie. Akira est prêt à prendre ce risque, et le chat noir ne comprend pas pourquoi il ferait cela. Il lui dit d'y aller car il ne se soucie pas de mourir, et Akira est énervé par la façon dont il agit si indifféremment à la vie ou à la mort. Le chat noir répond que vivre plus longtemps ne lui apportera aucune joie, et Akira décide de le raisonner plus tard. Il demande à Emilia comment effectuer le rituel, et elle révèle que la première étape est de donner un nouveau nom au chat. Akira le nomme Night en raison de sa belle fourrure qui lui rappelle le ciel nocturne. Le chat ne réagit pas au nom, et Akira passe ensuite à l'étape suivante, qui consiste à verser du mana dans sa patte. Emilia l'avertit qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'il commence à verser du mana. Et s'il ne parvient pas à contrôler le chat, il pourrait perdre la vie. Akira est confiant qu'il réussira. Et alors qu'il commence à verser son mana dans la patte du chat, il sent une puissante vague l'engloutir. Il réalise que c'est ce qu'il y a à l'intérieur du chat, mais alors soudainement, il se retrouve à tomber vers une ville en flammes. Akira est horrifié en voyant cette vision macabre, et il remarque ensuite Night, qui fait des ravages dans la ville, tuant quiconque tente de s'échapper. Il essaie d'arrêter Night, mais celui-ci l'attaque avec son mana sombre, lui infligeant de graves dégâts. Alors qu'Akira se remet sur pied, Night lui dit d'arrêter d'hésiter et de le tuer, car c'est le seul moyen de sortir vivant de cet endroit. Akira ne peut toujours pas se résoudre à attaquer le chat, alors Night recommence à l'attaquer, le frappant avec ses puissantes griffes. Les dégâts qu'Akira subit dans le monde des rêves commencent à affecter son corps dans le monde réel également, et il décide finalement de riposter. Il lance sa dague sur Night, qui la dévie facilement, puis commence à charger son pouvoir sombre pour finir rapidement la bataille. Akira charge vers lui, mais au lieu d'attaquer, il se laisse poignarder par les griffes de Night. Le chat noir est stupéfait par son action et demande ce qu'il essaie de faire. Akira répond qu'il ne veut pas le tuer, et il sait que Night ne veut tuer personne non plus. Night répond qu'il est un monstre, et même s'il est intelligent, son instinct lui dit toujours de tuer quiconque se trouve sur son chemin. Akira sait que Night en a marre de tuer les autres, alors il dit qu'il n'a plus besoin de lutter seul contre son instinct. Il lui tient les griffes, promettant de veiller sur lui et de s'assurer qu'il n'aura plus jamais à faire quelque chose comme ça. Lentement, le monde des rêves commence à s'évanouir, et alors que Night commence à lui faire confiance, il se transforme en un chat de taille normale et trouve du réconfort dans les bras d'Akira. Le soleil se lève dans le monde des rêves, se transformant en un reflet de la paix que Night éprouve dans les bras d'Akira. Avec cela, Akira revient du monde des rêves, et dès qu'il réalise que le rituel du pacte a fonctionné, il touche Night pour le confirmer. Une marque dorée apparaît sur le dos de sa main, puis la marque rouge sur le front de Night devient dorée également. Emilia explique que c'est la marque du succès du pacte, et que l'âme d'Akira est maintenant liée au chat. Night se réveille aussi, et remarque qu'il est maintenant curieux de voir jusqu'où Akira ira. Il l'accepte comme son maître, et jure sa vie à son service. Emilia se présente à lui après cela, et Night répond qu'en tant que compagne de son maître, elle a aussi son respect. Juste à ce moment-là, un cercle magique apparaît sur le sol, signifiant que le boss a été vaincu, mais Akira semble perdu dans ses pensées. Il dit qu'il aimerait déjà passer à l'étage suivant, mais Night est blessé. Night répond que la porte restera ouverte tant qu'ils ne l'auront pas utilisée. Il n'y a donc pas besoin de se presser. Ils décident de prendre un peu de temps pour récupérer, et Emilia suggère qu'ils utilisent ce temps pour mieux se connaître. Night est immédiatement d'accord avec elle, et Akira est étonné de la rapidité avec laquelle il a changé de personnalité. D'autre part, Sato et son groupe atteignent le pays fondé par un héros qui a été invoqué de la Terre, comme eux, et ils sont émerveillés de voir que le pays ressemble exactement au Japon historique. Tout y semble familier, et ils commencent à se détendre avant de discuter de leurs plans futurs. Sato dit que la première chose dont ils doivent se soucier, ce sont leurs fonds, car ils sont à 1 mois d'être fauchés et sans abri. Un gars recommande de devenir aventurier, car c'est le meilleur travail pour eux, et Sato est d'accord. Il passe ensuite au sujet suivant, qui est la collecte d'informations.
Il suggère qu'il trouve quelqu'un qui en sait beaucoup sur ce monde et qu'il cherche aussi des livres avec des informations précieuses. Un autre garçon soupire, espérant qu'il existe un livre qui puisse dire comment retourner sur Terre, mais Sato croit que vaincre le Seigneur Démon est leur meilleure chance d'y parvenir. Il pense que seul le roi et la princesse pourraient en savoir comment les renvoyer. Et même s'ils sont tordus et maléfiques, ils doivent les rallier en vainquant le Seigneur Démon. Il déclare qu'une fois qu'ils auront suffisamment de fonds et d'informations, ils se dirigeront directement vers le continent Démon. Mais Asahi n'est pas d'accord. Il croit qu'il devrait se regrouper avec Akira avant de se diriger vers le continent Démon, car son intuition lui dit qu'Akira devient beaucoup plus fort que tout le monde, et ils ont absolument besoin de lui dans leur équipe. Certains membres sont d'accord avec Asahi, tandis que d'autres pensent toujours qu'il est le meurtrier du commandant Saren. Une petite dispute éclate entre eux sur ce sujet, mais les filles interviennent pour les réconcilier. Elles demandent à Sato son avis sur la question, car en tant que leader, c'est lui qui prend la décision finale. Sato est d'accord avec Asahi et croit qu'Akira est déjà plus fort qu'eux, mais il doute qu'il puisse travailler avec lui. Il dit qu'Akira n'aime pas s'impliquer avec d'autres personnes et il ne se souvient toujours pas de lui-même s'ils sont camarades de classe depuis la maternelle. Tout le monde est choqué d'entendre cela. Et même Asahi est d'accord qu'Akira n'est pas vraiment un joueur d'équipe. Sato dit que, selon les légendes, seule l'épée sacrée maniée par le héros peut abattre le Seigneur Démon. Il doit donc devenir assez fort pour faire son travail. Il croit que même s'ils trouvent Akira, il n'acceptera pas de travailler avec eux s'ils sont trop faibles. C'est pourquoi il décide de l'attendre dans ce pays pendant qu'ils travaillent tous dur pour augmenter leur force. D'autre part, Emilia raconte à Akira et Knight son passé. Elle a été chassée de son pays par sa propre sœur, et ses hommes étaient déterminés à la tuer. Ils l'ont acculée près d'une falaise, et elle a utilisé sa magie de gravité pour tomber dans la rivière en contrebas qui l'a emportée en sécurité. Cependant, elle était blessée et fatiguée, et un slim noir a profité de sa faiblesse pour l'engloutir entièrement. La chose suivante qu'elle sut fut qu'elle était dans le donjon, et qu'Akira venait de la secourir. Akira la plaint en entendant l'histoire, mais Knight trouve des failles. Il remarque que les slimes ne mangent pas les gens, et même si l'un d'eux avait mangé Emilia, elle aurait été digérée. Akira dit qu'elle devrait retourner et essayer de régler les choses avec sa sœur, mais Emilia a déjà abandonné. Mais elle sent qu'elle ne peut pas affronter sa sœur. Mais Akira dit que les choses s'arrangeront d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont de la même famille. Il dit qu'il a aussi une sœur, et même si elle est effrontée tout le temps, il tient toujours beaucoup à elle. Emilia et Knight lui demandent s'il veut retourner dans son monde pour retrouver sa famille, et Akira affirme « Mais avant cela, il a autre chose à faire ». Il commence à parler de Saren, l'homme qui lui a appris à vivre dans ce monde, et devient furieux en pensant aux gens qui l'ont tué. Il jure de tuer le roi et la princesse pour avoir assassiné Saren, et son instinct de tueur fait frissonner Emilia et Knight de peur. Emilia crie son nom, le tirant de sa fureur meurtrière. Une fois qu'il s'est calmé, Emilia et Knight lui disent qu'ils connaissent dans le nom de Saren, car il était un célèbre commandant des chevaliers. Akira réalise que l'ambiance est trop tendue, alors il sort son gant et, poussé par ses instincts de chat, Knight essaie de l'attraper. Akira est content de voir que l'astuce qui fonctionnait sur tous les chats errants autour de sa maison marche aussi sur un chat monstre, et Emilia veut l'essayer aussi. Peu après, Akira et Emilia commencent à câliner Knight pour profiter de la texture douce et duveteuse de sa fourrure. Knight dit à Akira de prendre cela plus au sérieux, car leurs âmes sont liées, et si l'un d'eux meurt, l'autre mourra aussi. Akira le sait déjà, mais il est juste content d'avoir un familier chat parce qu'il aime vraiment les chats. Emilia répond qu'elle est jalouse de lui parce qu'elle aime aussi les chats. Une fois qu'ils ont fini de plaisanter, ils décident de quitter le donjon. Akira demande à Knight où le cercle magique de téléportation les mènera. Mais le chat n'en a aucune idée. Il dit que seule une poignée de démons connaît encore l'art de créer des cercles magiques, et Akira décide de les trouver et de les faire travailler pour lui une fois qu'il aura atteint le continent démoniaque. Soudain, Emilia se souvient d'une histoire sur les cercles magiques bleu pâle qui mènent les gens à l'endroit qu'ils désirent. Et si plusieurs personnes y entrent, il ne réagit qu'au souhait d'une seule personne. Akira dit que cela pourrait leur créer un problème, mais Emilia l'assure qu'elle ira n'importe où tant que ce sera avec lui. Akira ne réfléchit pas beaucoup à sa déclaration alors qu'il entre dans le cercle magique. Il se demande si cela peut le ramener auprès de sa famille, mais il écarte cette pensée car sa vengeance est sa priorité absolue. Sur ce, le cercle magique s'active et le groupe est téléporté dans une forêt d'où ils peuvent apercevoir un arbre gigantesque. Emilia est sous le choc en voyant l'arbre que Knight identifie comme l'arbre monde. Il leur dit qu'il se trouve dans la forêt des elfes, et même si Amelia n'arrive pas à croire qu'ils aient atterri ici, Akira, lui, pense que c'est un très bon endroit où se trouver. Soudain, un elfe dissimulé dans l'arbre tire une flèche sur Amelia. Mais heureusement, Akira la remarque à temps et l'écarte de la trajectoire de la flèche. Il fonce ensuite vers l'archer, déviant sa flèche avec sa dague, puis le contournant rapidement par derrière. Il met l'archer à terre, et Emilia l'identifie comme étant Liam. Liam dit qu'il ne s'attendait pas du tout à trouver la traîtresse en venant enquêter sur la lumière à cet endroit précis, et il dit à Amelia de s'enfuir si elle tient à sa vie.
Akira l'assomme, car il n'est absolument pas intéressé par ces bavardages incessants, mais il réalise qu'il a été bien trop lent, car les elfes les ont déjà encerclés. Kilika, la sœur d'Amelia, est là pour les diriger personnellement, et elle dit à Emilia qu'elle va mourir, maintenant qu'elle est revenue volontairement dans le pays. Emilia se remémore le passé, une époque où tout était absolument parfait. Elle était la princesse héritière du royaume des elfes, et aux côtés de son fiancé Liam, elle veillait tendrement sur sa petite sœur Kilika, qui était sa fierté et sa plus grande joie. Cependant, cette vie idyllique et parfaite ne dura pas très longtemps pour Amelia, car Liam lui annonça soudainement qu'il souhaitait annuler leurs fiançailles. Amelia en fut attristée, mais elle lui dit d'en parler à son père, car c'était lui qui avait arrangé leur mariage. C'est alors que Kilika arriva et dit à Emilia que Liam ne voulait pas l'épouser parce qu'elle était l'enfant de la flétrissure. Ce n'était là que le tout début des malheurs d'Emilia, et peu de temps après cet incident, Kilika mena les soldats pour la traquer sans relâche. Tout le monde traitait Emilia de criminelle et tentait de la traquer, mais elle a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre et à rencontrer Akira. Maintenant, elle se sent très nerveuse en se tenant devant sa petite sœur, elle supplie Kilika de ne pas l'attaquer et promet qu'elle quittera le pays immédiatement, sans tarder. Cependant, Kilika n'a absolument aucune intention de la laisser partir cette fois-ci. Elle continue de maudire Emilia, qui est très nerveuse, jusqu'à ce qu'Akira s'avance et lui dise de fermer sa stupide bouche. Kilika lui demande qui diable il est, et pourquoi il aide une criminelle. Et Akira répond qu'il n'est qu'un assassin de quartier amical, qui s'est lié d'amitié avec sa sœur, il y a quelques jours seulement. Il demande à Kilika ce qu'Emilia a fait exactement pour être traitée comme une criminelle, et elle retire son protège-bras pour révéler les dégâts causés par le poison. Akira est choqué de voir cela, et Kilika lui dit qu'Emilia lui a donné un poison déguisé en remède de guérison, et que c'est là son crime. Tout le monde commence à maudire Emilia pour être une salope cruelle, et elle marmonne qu'elle lui a vraiment donné une potion de guérison. Kilika lui demande si elle l'accuse de s'être blessée elle-même, juste pour l'incriminer, et Emilia reste silencieuse, sans un mot. Kilika s'approche ensuite d'Akira, le remerciant d'avoir ramené une criminelle recherchée dans leur pays, et juste au moment où elle s'approche suffisamment de lui, elle utilise sa capacité spéciale pour l'hypnotiser. Emilia est bien trop tard pour alerter Akira à ce sujet, car le sort de Kilika est déjà complètement achevé. Elle est absolument certaine qu'Akira était maintenant tombé sous son charme, et Emilia se retrouve sans personne pour la sauver. Emilia s'en prend soudainement à Kilika, lui disant d'annuler sa compétence sur Akira et de s'excuser auprès de lui, car lui seul a le droit de décider ce qu'il veut faire de sa propre vie. Kilika est prise de court par cette réaction, car elle n'a jamais vu Emilia riposter de la sorte. Mais alors, soudainement, Akira dit aux deux jeunes filles de se calmer un peu. Knight explique que les sorts de contrôle mental ne fonctionnent pas sur les personnes qui sont à un niveau bien plus élevé que le lanceur, et c'est tout à fait vrai pour Kilika et Akira. Tandis que la princesse elfe refuse catégoriquement de croire qu'il puisse y avoir quelqu'un de plus fort qu'elle. Abasourdi. Akira dit qu'il acceptera d'être plus faible qu'elle après qu'elle aura admis s'être empoisonnée elle-même pour piéger Amelia. Kilika est furieuse à cette idée, et ordonne aux soldats de tuer Akira, qui est prêt à utiliser sa magie des ombres pour les anéantir tous, sans exception. Heureusement, le roi arrive à ce moment précis, et ordonne à tous les soldats de déposer leurs armes immédiatement. Kilika est choqué de le voir, car il était censé être en long voyage d'affaires. Le roi elfe lui demande ce qui se passe ici, bon sang, et un soldat lui dit qu'Emilia a empoisonné Kilika. Cependant, le roi le fait taire et demande plutôt à sa fille de répondre à la question. Kilika reste silencieuse, tandis que les soldats sous son contrôle, affirment qu'elle n'a rien fait de mal. Le roi réalise immédiatement que Kilika les a hypnotisés, et il lui ordonne d'annuler le sort sur le champ, sans plus attendre. Elle refuse de dire quoi que ce soit, alors le roi lui dit que papa va la punir plus tard, pour avoir été une vilaine fille. Il se tourne ensuite vers Akira, s'excusant auprès de lui pour les actions de Kilika. Il dit ensuite à Akira de déguerpir immédiatement, car les autres races ne sont absolument pas autorisées dans le royaume des elfes. Emilia dit au roi qu'Akira l'a sauvée d'un grand danger et l'a aidée à rentrer chez elle, mais il ne s'en soucie absolument pas. Emilia se met en colère contre lui et dit qu'elle partira avec Akira dans ce cas, car elle ne veut pas rester dans son pays à l'esprit si étroit. Le roi devient absolument furieux en entendant cela et dit à Amelia d'arrêter de penser qu'elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Il lui dit qu'elle est la future souveraine de leur royaume et qu'elle va rester ici pour s'en occuper, pour veiller sur lui. Amelia est intimidée, mais Akira dit à son père que personne d'autre n'a le droit de faire des choix de vie pour elle, et qu'il est prêt à combattre quiconque essaiera de lui retirer ses droits. C'est alors que Liam reprend ses esprits, et en apprenant qu'Akira a assommé l'un de leurs meilleurs guerriers, il décide de lui donner une chance de prouver sa valeur. Il défie Akira en duel, avec les droits d'Emilia en jeu, et nomme Kilika pour être sa représentante. Akira accepte le défi et suit le roi jusqu'à l'Arbre-Monde, l'endroit où le duel aura lieu, comme il se doit. Emilia s'excuse de l'avoir entraîné dans ce terrible désordre, mais il répond qu'il a choisi de le faire de son plein gré. Il l'interroge ensuite sur toute cette histoire d'enfant de la flétrissure, et Emilia explique que lorsqu'un enfant d'une paire de jumeaux ne ressemble pas à ses parents, on l'appelle l'enfant de la flétrissure, qui apportera un grand malheur à leur pays. Akira est surpris qu'Emilia et Kilika soient des jumelles. Mais Knight est bien plus curieux à propos de l'histoire de l'enfant de la flétrissure, qui s'est avéré n'être qu'un simple mythe il y a de nombreuses années. Emilia le confirme, mais elle sait que beaucoup de gens utilisent encore ce terme pour elle, car elle ne ressemble absolument pas à ses parents.
Bientôt, ils atteignent l'Arbre-Monde, et Akira décide de ne pas dissimuler sa présence, car il souhaite remporter une victoire juste et honorable. Emilia lui dit d'être très prudent, car Kilika est la plus habile des épéistes elfes, une véritable virtuose. Akira remarque qu'elle semble tenir sa sœur rusée, en haute estime, malgré tout ce qu'elle a pu faire. Et Emilia répond qu'elle a vu les efforts qu'elle a déployés dans son entraînement. Alors que le duel commence, Akira ne dégaine même pas son épée, et quand Kilika lui dit de sortir son épée, il lui répond qu'il ne veut absolument pas la tuer. Kilika pense qu'elle va gagner très facilement et regagner la confiance de son père, mais Akira ne lui prête même pas la moindre attention. Au lieu de cela, il remercie Emilia de s'être mise en colère en son nom plus tôt, et elle commence à rougir, visiblement gênée. Sur ce, le roi signale le début du duel, et Kilika fonce sur Akira instantanément, sans la moindre hésitation. Elle commence à balancer son épée sur lui avec une grande précision, mais il est plus rapide qu'elle, et esquive facilement toutes ses attaques. Il constate qu'elle est vraiment très forte et rapide pour une elfe, mais elle ne peut toujours pas rivaliser avec ses compétences. Il se glisse derrière elle et la repousse. Mais Kilika a un atout secret dans sa manche, une surprise de taille. Elle enchante son épée avec de la magie du vent, et envoie une puissante rafale vers Akira, le repoussant avec force. Il l'esquive d'une manière ou d'une autre, mais Kilika continue de le repousser sans cesse. Il trouve Akira bientôt une lui chance dit d'abandonner maintenant et donne un et coup lui de demande pied à Kilika de se réconcilier la faisant avec tomber, Emilia. et au moment Car où elle elle tient se relève, toujours à elle, il est déjà derrière profondément, elle, prêt Kilika à agir. refuse catégoriquement, déclarant qu'elle ne Mais pardonnera il jamais dévie à le sort sa de vent sœur sur le côté, qui lui a frappant tout les pris. soldats elfes à la place. Absolument Akira tout. ordonne à Knight de protéger Elle lance Emilia des attaques immédiatement une imprudentes autre et attaque dangereuses, puissante, et il se transforme en sa repoussant version plus Akira grande avec pour bloquer force. complètement les attaques de vent. Pendant ce temps, Kilika hurle qu'elle n'a plus rien du tout, car sa sœur lui a tout pris, absolument tout. Elle se souvient de leur enfance, quand elles étaient vraiment très proches l'une de l'autre. Mais une fois qu'il fut découvert qu'Emilia était une médium spirituelle capable de plier le monde à sa volonté si son pouvoir s'éveillait, tout le monde commença à la traiter différemment, avec une autre considération. Ils ont cessé de prêter attention à Kilika, et cela l'a fait craquer complètement. Maintenant, elle veut tout reprendre à Amelia, qui est vraiment très inquiète pour elle. C'est alors que Liam arrive avec un objet emballé, demandant à Amelia de sauver Kilika grâce à cet objet, de l'utiliser. L'objet emballé s'avère être une branche de l'arbre sacré, et en utilisant son pouvoir, Amelia libère tout le monde du lavage de cerveau de Kilika. Voyant qu'elle n'a plus personne sous son contrôle maintenant, Kilika perd complètement la tête, et elle utilise toute sa puissance pour attaquer Akira, qui réalise que s'il esquive, Amelia sera touchée. Sans aucun doute. Il utilise la magie des ombres pour contrer l'attaque de vent de Kilika, mais réalise alors qu'il est bien plus fort, et que son attaque dévorera Kilika entièrement, à ce rythme. Dans le feu de l'action, il décide de tirer la magie des ombres vers lui-même, plutôt que de la projeter. Alors que les ombres l'entourent, Akira craint de subir des dégâts, mais à sa grande surprise, son corps est plutôt recouvert d'une aura sombre et menaçante. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais il charge néanmoins, affrontant Kilika et la mettant hors de combat, sans ménagement. Kilika est dévastée d'avoir tout perdu maintenant, mais Akira lui dit d'arrêter de pleurer tout le temps, car elle est aveugle aux personnes qui lui prêtent vraiment attention, sincèrement. C'est alors qu'Emilia et Liam arrivent, et Kilika dit qu'elle a dû sous-estimer Liam si sa compétence d'hypnose s'est dissipée sur lui en premier, avant les autres. Elle dit qu'il est allé directement vers Emilia dès qu'il a été libre, mais Emilia essaye d'expliquer qu'il n'a jamais été sous son sort en premier lieu, pas un seul instant. Kilika refuse de la croire, et demande comment ils vont la punir pour ses crimes, pour ses méfaits. Cependant, son père dit que si quelqu'un mérite d'être puni, c'est bien lui, et personne d'autre. Kilika ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors son père dissipe le sort d'oubli qu'il avait jeté sur elle. Kilika retrouve alors ses souvenirs perdus, en commençant par son enfance, elle s'entraînait très dur pour devenir plus forte, et décida d'entrer dans le donjon pour monter en niveau. Cependant, son père ne lui avait permis d'aller que jusqu'au 3e étage, et elle n'était pas certaine que cela suffirait. Un jour, une femme louche lui offrit son aide pour devenir plus forte rapidement, en un rien de temps. Elle lui donna un objet magique qui pouvait invoquer des monstres plus puissants qui l'aideraient à monter en niveau rapidement, et l'innocente Kilia le prit sans trop réfléchir, sans se poser de questions. Cependant, une fois qu'elle eut utilisé l'objet magique, de puissants orques apparurent devant elle, et elle ne put les vaincre malgré tous ses efforts, malgré sa détermination. Elle décida de s'enfuir plutôt, mais quand les orques la suivirent hors du donjon, elle s'inquiéta que son peuple soit en danger à ce rythme, alors elle décida d'affronter les orques de toutes ses forces, avec toute sa puissance. Juste au moment où elle était sur le point de perdre, Liam se précipita pour l'aider avec les soldats, mais soudain, un gobelin rusé sauta des buissons et transperça la poitrine de Liam avec son bras, sans pitié. Alors que la femme louche riait de la réussite de son plan, Kilika était dévastée, et le roi dut utiliser sa magie pour lui faire tout oublier, absolument tout. Heureusement, Emilia réussit à sauver la situation, en créant une magie pour ressusciter Liam et les autres soldats morts, les ramenant à la vie. Après ce jour-là, tout le monde essaya de garder ses distances avec Kilika afin de ne pas lui révéler accidentellement la vérité, par mégarde, et elle pensa qu'il ne se souciait pas d'elle, parce qu'Emilia était une médium spirituelle, une personne spéciale. Le roi dit qu'il voulait que Kilika gagne le duel contre Akira et prouve sa valeur en tant que membre de la royauté, ce qui lui donnerait suffisamment de confiance pour faire face au choc qu'elle recevrait lorsqu'il lui rendrait ses souvenirs perdus. Cependant, elle n'a pas pu gagner le combat, et il a dû lui rendre ses souvenirs d'une manière complètement différente, inattendue. Liam s'agenouille soudainement devant Kika, disant qu'il ne voulait pas qu'elle fasse du mal à Amelia. Alors il a fait semblant d'être sous son sort d'hypnose et l'a aidé à exiler Amelia
pour la protéger. Kilika n'arrive pas à croire comment cela s'est produit, et le roi révèle qu'une feuille de l'arbre monde est entrée dans le corps de Liam lorsqu'il a été ressuscité. Il est donc pratiquement immunisé contre tous les effets négatifs, sans exception. Liam s'excuse de ne pas avoir géré les choses d'une manière qui aurait empêché quiconque d'être blessé, et Kilika réalise qu'elle avait tort depuis le début, depuis toujours. Elle a tout reproché à Emilia, même si elle était la cause des problèmes pour tout le monde autour d'elle. Elle commence à pleurer et à se maudire, mais Emilia lui dit de ne pas faire cela, car elle est vraiment incroyable. Les sœurs ont des retrouvailles très émouvantes, puis les soldats se précipitent pour s'occuper de Kilika et soigner ses blessures, avec grand soin. Elle est choquée de voir que tout le monde se soucie d'elle, même lorsqu'ils ne sont pas sous son contrôle, ce qui est une grande surprise. Plus tard cette nuit-là, le roi organise une fête de bienvenue pour Akira, puisqu'il a gagné le duel, et il accepte de laisser Emilia décider de son avenir, de son propre chef. Elle décide d'aller partout où Akira veut aller, et il révèle qu'il se rendra ensuite sur le continent des hommes bêtes, car Knight lui a dit que c'était le meilleur endroit pour continuer son voyage, pour poursuivre sa quête. Une fois la fête terminée, Emilia appelle Akira dans un endroit calme et lui demande de prononcer son nom, de l'appeler. Il s'exécute, et elle se sent heureuse qu'il prononce son nom. Elle promet qu'elle ne sera jamais séparée de lui, et Knight grimace en les voyant agir comme des enfants, des gamins. Au même moment, les camarades de classe d'Akira sont à bord d'un navire, en pleine mer. Sato s'excuse auprès d'Asahi de ne pas avoir pu attendre Akira plus longtemps, mais il comprend, car il n'aurait pas pu devenir plus fort là-bas, c'était une évidence. C'est pourquoi il se dirige vers le continent des hommes bêtes pour perfectionner leurs compétences et obtenir de meilleures armes, plus puissantes. Peu de temps après, il est temps pour Akira et Emilia de quitter le royaume des elfes, et tout le monde se rassemble pour leur dire au revoir, pour les saluer. Emilia et Kilika ont réparé leur relation, et Liam et Akira se disent également de prendre soin de leurs filles respectives. Le roi dit ensuite à Akira que quelques soldats l'accompagneront jusqu'à la frontière de leur pays, car il y a eu beaucoup d'enlèvements dans cette région dernièrement, ces derniers temps. Emilia s'accroche à Akira, disant qu'il est suffisamment fort pour la protéger, mais le roi n'est pas entièrement convaincu, car il est vraiment très inquiet pour sa fille, sa chère fille. Kiloka dit qu'elle ira protéger Emilia à la place du roi, et Liam veut la rejoindre. Le reste des soldats veut aussi les accompagner, mais Akira ne veut absolument aucun fardeau, alors il les refuse tous, sans exception, sans hésitation. Bientôt, Akira et Emilia montent en calèche jusqu'à la frontière, tandis que les soldats continuent de surveiller attentivement autour d'eux. Akira demande à Knight pourquoi il était si silencieux devant le roi des elfes, et il répond que la plupart des gens n'aiment pas les monstres, et qu'il restait silencieux afin de ne pas causer de problème à Akira, de ne pas lui attirer d'ennui. Akira lui demande ensuite si le fait d'agir de manière trop docile ne lui causera pas de problème avec le roi démon, et Knight l'affirme. Il dit que ses sens sont toujours liés au roi démon, il peut donc tout voir et tout entendre, sans exception. Cependant, le roi démon ne contrôle pas le comportement et la loyauté de Knight, et il déclare qu'il ne va absolument pas trahir Akira, jamais. Akira demande ce qu'il fera s'il doit combattre le seigneur démon, et Knight décide de ne pas y penser pour le moment, pas tout de suite. Il dit que le seigneur démon voulait juste voir Akira, et Emilia suggère qu'il pourrait en fait vouloir devenir son ami, son véritable ami. Knight soutient sa suggestion, disant qu'Akira était vraiment très cool hier et que cela a dû susciter l'intérêt du seigneur démon, sans aucun doute. Il dit que personne d'autre ne peut même utiliser la magie des ombres, mais Akira s'y est enveloppé, s'y est plongé. Akira dit que ce n'est pas aussi impressionnant qu'il le pense, quand soudain sa capacité de détection de danger se déclenche, l'alertant. Il ordonne aux soldats d'arrêter la calèche et sort pour découvrir que les ravisseurs les attendent avec un otage, une jeune fille effrayée. Il menace de tuer la jeune fille si Akira et son groupe font le moindre mouvement, puis leur tendent une corde pour qu'ils se lient les uns les autres. L'un des bandits reconnaît Emilia, et il commence à penser à quel point leur chef sera heureux quand ils lui amèneront la princesse elfe en offrande, comme un cadeau précieux. Pendant que les bandits sont distraits par cela, Akira utilise sa compétence pour dissimuler sa présence et assomme ensuite les bandits avant même qu'ils ne puissent cligner des yeux. En un éclair. Pendant ce temps, Amelia libère l'otage, et puis Akira interroge les bandits en leur posant des questions sur leur chef qu'ils ont appelé Graham plus tôt. dit aux Un soldat lui dit que Graham est un membre de la royauté, les attacher à Uruk, solidement. la plus grande nation de peuples bêtes, un royaume puissant. Akira dit aux soldats de ramener les bandits à la capitale, car il peut continuer le voyage seul à partir de ce point, sans aide. Les soldats lui disent qu'ils ont reçu l'ordre de l'escorter jusqu'au port, mais Akira parvient à les convaincre de retourner en arrière, de faire demi-tour. Bientôt, ils atteignent le port et montent à bord d'un navire. Akira dit à ses amis que dès qu'ils atteindront le continent des hommes bêtes, il obtiendra de bonnes armes et montera encore plus en niveau, progressant. Emilia est surprise d'entendre qu'il veut toujours devenir plus fort, et Akira répond qu'il ne laissera aucune pierre non retournée pour venger le commandant Saren, coûte que coûte. Knight lui dit que la ville portuaire du continent des hommes bêtes possède un donjon, et qu'il pourra y monter en niveau, s'améliorer. Cependant, y arriver leur prendra au moins quelques jours, et en attendant, il devrait donc simplement se détendre et profiter du voyage, de cette traversée. Alors que le navire entame son voyage, Amelia est excitée à l'idée de recréer des scènes du Titanic. Elle parle de la façon dont elle veut faire la pose du Titanic avec lui, mais il est un mâle Sigma qui ne lui prête absolument aucune attention, pas la moindre. Au lieu de cela, il décide de lire un livre que le roi lui a offert comme cadeau d'adieu, un présent. Emilia maudit son père de lui avoir donné quelque chose qui distrait Akira d'elle, mais il ne se soucie absolument pas de son opinion, il continue de lire les livres tout au long de leur voyage, et bientôt ils atteignent le continent des hommes bêtes, leur destination. Leur première escale est la ville portuaire d'Ur. Et Akira constate que seuls les humains effectuent le travail manuel ici, ce qui est étrange.
Il n'y Ils lui pense pas disent trop de laisser la jeune elfe et de et s'enfuir. continue son Et chemin. leur attitude fait réaliser à Mais Akira alors, que les trois hommes petits bêtes voyous discriminent de les bas humains. étage le C'est une évidence. coincent, Il se dirige vers les hommes l'encercle. bêtes qui le sous-estiment et se précipite boîte pour lui donner une bonne raclée, mais Akira utilise sa magie des ombres pour lancer des boules de ténèbres sur leurs yeux, leur dérobant ainsi leur vision, les aveuglant. Il se dirige ensuite vers la ville où tout le monde semble avoir peur de Knight, être terrifié. Emilia demande à Knight s'il sait quelque chose à ce sujet, et il répond que les gens de ce continent ont une très bonne raison d'être terrifiés par les chats noirs. Une raison historique. Peu de temps après, Akira et Emilia réservent une chambre d'hôtel et savourent un copieux repas. Akira décide d'aller dormir, et Emilia lui dit que leurs lits sont un peu trop grands. Elle dit qu'un seul lit devrait suffire pour eux deux, et Akira est pris de court, car il ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle soit aussi directe, aussi audacieuse. Knight décide de jouer le rôle de l'entremetteur pour Amelia, et il dit à Akira qu'il va faire une promenade nocturne, une balade de minuit, alors ils devraient vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Cependant, Sans quand se elle sort de la retenir. douche, Akira s'est déjà endormi, Akira et est elle ne veut maintenant pas le réveiller, perplexe. le déranger. Et Amelia Elle l'embrasse saute doucement sur la joue joyeusement et sous la s'endort à douche côté de lui. pour lui. Mais il s'avère Avec qu'Akira entrain. faisait juste semblant de dormir parce qu'il ne voulait absolument rien faire avec cette salope désespérée, cette femme insistante. Le lendemain matin, Knight revient juste à temps alors qu'Akira se réveille. Emilia se réveille aussi quelques secondes plus tard, puis Knight leur dit à tous les deux de s'habiller car un invité arrive bientôt. Cet invité est un forgeron homme-bête gothique nommé Crow, que Knight a appelé pour aider Akira. Crow répond froidement qu'il ne pouvait refuser une convocation du cauchemar d'Alderea, et Emilia est curieuse de savoir ce que cela signifie. Akira, quant à lui, a déjà une idée de ce dont Crow parle, il ne s'attarde donc pas sur les détails. Il se présente, et le forgeron demande immédiatement à voir son arme. Akira lui montre l'épée ébréchée, en de nombreux points, et Crow peut immédiatement dire dans quel donjon il l'a utilisée, juste en observant les motifs des dégâts. Akira est impressionné et demande s'il peut la réparer, et l'homme bête gothique répond qu'il le fera pour la bonne somme d'argent et les matières premières nécessaires. Akira accepte les conditions, puis lui demande de préparer également 20 armes de lancer. Crow réalise qu'Akira est un assassin, mais il estime qu'il n'est pas mentalement prêt à manier ses armes sans les endommager. Emilia s'énerve en entendant cela, mais Akira lui dit de se calmer car Crow a raison. Knight est d'accord, disant que Crow est peut-être forgeron maintenant, mais qu'il fut un temps où il était membre du groupe du héros. Akira et Emilia sont surpris par cette révélation, mais Crow ne veut pas s'attarder sur le passé. Il tend à Akira la liste des matières premières nécessaires ainsi que le coût des réparations. Il s'en va avec cela, et Knight dit à Akira que Crow a peut-être une attitude arrogante, mais qu'il est le forgeron le plus habile de tout le continent. Akira le croit, mais il se demande comment il peut réunir rapidement la somme d'argent requise. Knight lui dit d'aller dans le donjon et de chasser des monstres pour cela, et il pourra aussi obtenir des matières premières par la même occasion. Pendant ce temps, Emilia s'est montrée impatiente, et elle dit soudain à Akira qu'elle va parler à Crow de quelque chose. Il dit à Knight d'accompagner Emilia pendant qu'il rassemble des informations de son côté. Emilia suit Crow jusqu'à son atelier et il lui demande froidement ce qu'elle veut. Emilia dit que le groupe du précédent héros n'a pas réussi à vaincre le seigneur démon et que seuls le héros et l'homme bête sont revenus. Crow pense qu'elle veut poser des questions sur l'elfe qui était aussi membre de leur groupe, mais Emilia n'est pas intéressée par cela. Au lieu de cela, elle veut apprendre à se battre auprès de Crow, car, de toute évidence, il était assez fort pour s'échapper du château du seigneur démon. Crow rejette immédiatement sa demande, lui disant qu'il ne prendra plus aucun disciple. Emilia est surprise d'entendre cela et demande s'il a eu un disciple par le passé, et Crow lui répond qu'il en a eu beaucoup, mais que personne n'a pu supporter son entraînement et qu'ils ont soit craqué, soit fui. Emilia promet qu'elle ne fuira pas et ne craquera pas. Elle veut rester avec Akira, mais il est bien plus fort qu'elle, et c'est pourquoi elle veut s'entraîner dur pour atteindre son niveau. Crow refuse toujours sa demande, puis se tourne vers Knight, disant qu'il n'a accepté la requête que pour réparer les armes de son maître, et rien de plus. Knight est d'accord, et lui dit qu'Emilia n'est pas son maître, il peut donc refuser sa demande. Cependant, il n'est pas content que Crow l'appelle à chaque fois le cauchemar d'Aduria. Crow dit qu'il ne mérite que ce nom, et Emilia ne peut plus contenir sa curiosité maintenant. Elle demande à Knight de quoi il parle, et il lui répond qu'il y a 100 ans, Aduria était la ville la plus prospère du continent des hommes bêtes. Le seigneur démon lui a ordonné de l'attaquer en représailles de l'invasion de son territoire par les hommes bêtes. Son but était seulement de causer quelques dégâts et d'effrayer ceux au pouvoir, mais ses instincts monstrueux l'ont submergé et il est devenu fou, détruisant complètement la ville. Ce jour-là, il a gagné le surnom de cauchemar d'Iduria, et les chats noirs sont devenus un symbole de peur sur tout le continent. Akira entend toute l'histoire grâce à son lien télépathique, et il se sent mal pour Knight maintenant. D'autre part, Knight dit à Emilia qu'à cause de cet incident, il était si ébranlé mentalement qu'il sentait qu'il n'y avait plus aucun sens à vivre. Cependant, après avoir rencontré Akira, il a tourné la page de son passé honteux et veut maintenant vivre pour le bien de son nouveau maître. Crow ricane en entendant cela, mais il dit à Knight qu'il n'a aucune rancune contre lui. Il poursuit l'histoire que Knight racontait et dit à Emilia que peu après l'incident, il s'est rendu à un mémorial pour rendre hommage aux victimes des attaques de Knight.
Étonnamment, Knight était là aussi, et ils se sont tous deux reconnus. Cette fois-là, Knight a dit à Crow de l'abattre s'il voulait se venger, mais l'homme bête n'était pas intéressé. Il pensait que Knight n'était rien de plus qu'un outil pour le seigneur démon, et qu'il serait inutile de se venger de lui. Cependant, il ne voulait pas non plus se venger du seigneur démon, car son véritable ennemi était quelqu'un d'autre. Il a dit à Knight que sa sœur vivait dans la ville, mais qu'elle n'était pas morte de son attaque. Elle faisait partie des survivants, et aidait à secourir les blessés lorsque le royal nommé Graham est arrivé. Il était pressé de quitter la ville, craignant le retour de Knight, et il était prêt à faire exploser les bâtiments effondrés pour dégager un chemin. Ne se souciant pas des personnes piégées, la sœur de Crow a tenté de l'arrêter, mais il l'a repoussé d'un coup de pied, puis a fait exploser tout ce qui se trouvait sur son passage, tuant tout le monde dans la zone. Crow était enragé et voulait se venger de Graham, mais il s'est retenu, pensant que sa gentille sœur ne l'aurait pas voulu. Emilia le traite de lâche après avoir entendu son histoire, car elle estime qu'il utilise sa sœur comme excuse pour fuir le conflit. Il s'énerve à cela. Mais elle révèle qu'elle était pareille, mais qu'Akira lui a ensuite donné la confiance nécessaire pour affronter ses problèmes de front. Crow ne peut plus entendre ses leçons de morale et il lui dit de s'en aller. D'autre part, Akira se rend au donjon et découvre que l'entrée est restreinte, selon le rang d'aventurier, alors qu'il pense à dissimuler sa présence pour s'y faufiler. Une épidémie de monstres se produit. D'énormes vrilles d'énergie traversent le bâtiment du donjon et de puissants monstres sortent des trous. Les vrilles d'énergie brûlent tout sur leur passage et Emilia, qui revenait tout juste de chez Crow, utilise sa magie de gravité pour les supprimer. Elle dit à Knight d'aider les gens, et il se précipite pour secourir autant de personnes qu'il le peut. Pendant qu'Emilia maintient l'énergie sous contrôle, un garçon encapuchonné arrive, chevauchant un monstre, et dit que sa magie lui rappelle de bons souvenirs. Emilia le reconnaît comme le bâtard qui a trompé Kilika pour qu'elle libère un groupe d'orques menant à l'incident. Le garçon se présente comme Orum et dit à Emilia que le seigneur démon lui a ordonné de ne pas la tuer, car elle possède une magie unique. Cependant, il est autorisé à la blesser juste assez pour la maintenir en vie. Il joue d'une étrange flûte et envoie la vrille d'énergie l'encercler. Et Emilia remarque qu'il y a des monstres qui l'attendent à l'intérieur. Elle est maintenant complètement piégée et réalise qu'il n'y a aucun moyen d'esquiver l'attaque d'Orum. D'autre part, Akira est occupé à repousser les monstres lorsque Knight le contacte, lui disant qu'Emilia a été enlevée par un démon qui l'a emmenée dans le donjon. Akira se précipite immédiatement vers le donjon, mais il y a trop de monstres sur son chemin, et l'énergie bleue bloque aussi son passage. Il ramasse une épée de la main d'un homme mort et commence à chasser les monstres. Mais cette méthode n'est pas assez rapide. C'est alors que Knight arrive et s'excuse de ne pas avoir pu protéger Emilia, mais Akira lui dit que cela n'a plus d'importance maintenant. Il lui dit de reculer car il va s'occuper de tout en même temps. Knight s'envole immédiatement, puis Akira déchaîne sa magie des ombres pour dévorer tous les monstres et l'énergie bleue d'un seul coup. Il se sent submergé par sa rage et pense qu'Emilia est devenue si importante pour lui qu'il ressent des émotions si intenses. Il jure qu'il la sauvera à tout prix, mais alors qu'il finit de tout dévorer avec sa magie des ombres, il tombe inconscient après avoir utilisé trop d'énergie. Knight observait tout cela depuis le ciel, et dès qu'Akira s'effondre, il se précipite à ses côtés. Il se demande comment l'aider quand soudain, il entend la voix du système servant Akira. La voix dit qu'Akira a utilisé plus de mana que son corps ne peut en supporter, donc la magie des ombres de guérison sera activée pour le soigner. Les ombres couvrent rapidement Akira, puis son corps commence à briller alors que la magie des ombres utilise le mana stocké pour réparer son corps. Knight ne peut qu'observer cela avec admiration et surprise, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Après qu'une journée se soit écoulée, Akira se réveille en sursaut et demande à Knight où il se trouve en ce moment. Knight révèle qu'il l'a amené chez Crow après qu'il se soit évanoui, et en voyant le soleil couchant, Akira demande s'il a été inconscient pendant 5 heures, Knight lui dit qu'il a été inconscient pendant 1 jour et 5 heures, ce qui est compréhensible car il a utilisé trop de mana d'un seul coup. Il dit à Akira que, heureusement, sa magie des ombres s'est activée d'elle-même et l'a guéri, car il serait mort autrement. Il demande exactement ce qu'est la magie des ombres, et Akira répond qu'il n'en a aucune idée. Il dit que ce n'est pas important pour l'instant, car ils ont quelque chose de plus grand à craindre. Il descend immédiatement où Crow l'attend. Akira le remercie de lui avoir prêté le lit et demande de l'ajouter à la facture également. Crow lui demande où il va, et Akira répond qu'il doit secourir Emilia dès que possible. Le forgeron gothique lui dit qu'il s'est écoulé plus d'1 jour, et qu'Emilia a peut-être déjà été emmenée sur le continent des démons. Akira déclare qu'il va alors faire irruption dans le château du seigneur démon, mais Crow lui demande de se calmer. Akira crie qu'il est calme, mais juste pressé, et Crow demande comment il peut prétendre être calme s'il oublie ses armes derrière lui. Akira lui répond sèchement, et dit qu'il n'a pas d'armes pour l'instant, car elles sont en réparation, mais Crow lui dit de regarder la table. Il a cassé l'épée d'Akira en 2 courtes dagues, car elles sont meilleures pour un assassin. Il a également couvert les matières premières et le coût de leur réparation, car c'est une urgence, mais demande à Akira de le rembourser dès qu'il aura vérifié les dagues et remercier Crow, qui a un autre cadeau pour lui.
Il lui lance un anneau, affirmant que c'est le deuxième ou le troisième héros qu'il a forgé. L'anneau porte des mots inscrits qui disent « Je te guiderai partout ». Crow est surpris qu'Akira puisse le lire, et il répond que c'est la langue de son monde. Il demande ce que fait l'anneau, et Crow lui dit qu'il aide son porteur à trouver ce qu'il cherche. Dès qu'Akira entend cela, il met l'anneau et active ses pouvoirs. L'anneau émet un pointeur laser qui indique le donjon, et Crow dit à Akira qu'il a de la chance que les démons n'aient pas emmené Emilia dans le royaume des démons. Akira équipe immédiatement son matériel et se précipite vers le donjon, chevauchant le dos de Knight qui lui demande de ne plus être imprudent comme la veille. Akira est d'accord, disant qu'il n'aurait pas dû risquer sa vie avec autant d'impatience, car cela signifiait que Knight aurait pu mourir avec lui. Knight lui dit qu'il ne s'inquiète pas pour lui-même et qu'il ne veut juste pas qu'Akira soit blessé. Pendant ce temps, Emilia est dans le donjon, fatiguée et blessée. Le démon nommé Aurum lui parle joyeusement, disant que les choses te passent vraiment très bien en ce moment. Il révèle que les démons ont un sort pour contrôler les monstres, mais il était curieux de savoir comment ils affectaient les humains et les autres espèces. Il envoie une scolopendre volante vers Emilia, disant que grâce à elle, il a découvert que son sort spécial ne peut pas contrôler les elfes, mais qu'il peut les rendre immobiles. Emilia rassemble ses forces pour lui demander pourquoi il la garde dans le donjon. Aurum répond que seuls les démons de 2e grade ou plus peuvent utiliser la magie de téléportation, mais malheureusement il n'est qu'un démon de 3e grade qui ne peut pas le faire. C'est pourquoi il attend que son chef vienne ici et les emmène sur le continent des démons en utilisant son sort de téléportation. Il ne sait pas quand son chef viendra, mais il n'est pas pressé non plus, car il aime parler avec Emilia. Il lui dit de demander tout ce qu'elle veut savoir, et il répondra honnêtement. Il est confiant que même si Akira se présente avant son chef, et qu'Emilia lui dit tout, il ne pourra pas le vaincre. Cependant, il lui assure qu'elle ne sera pas blessée pendant le processus, car il doit l'emmener au Seigneur Démon dans les meilleures conditions. Au même moment, Akira cherche Emilia, et l'anneau continue de pointer vers le donjon. Il décide de se dépêcher lorsqu'une sorcière encapuchonnée arrive, lui demandant d'accéder à sa requête. Akira se souvient d'elle comme d'une harceleuse qui les suivait, et au moment où la sorcière à fourrure lui demande de l'emmener pour secourir Emilia, il la saisit par le col. Il dit à la fille de révéler comment elle connaît Emilia, et s'il la trouve dangereuse, il la tuera sur le champ. La fille lui parle de sa compétence de traqueur d'odeur, et comment elle l'a utilisée pour suivre Emilia jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le donjon. Elle a également utilisé cette compétence pour découvrir qu'Akira se dirigeait vers le donjon, et maintenant, elle veut l'aider. Knight peut vérifier que la fille ne ment pas, alors Akira la lâche, et lui demande ensuite pourquoi elle veut venir avec lui. La fille se présente d'abord comme Lia, la première princesse de la nation Umbet d'Uruk. Elle a obtenu des informations selon lesquelles le seigneur démon ciblait Emilia. Elle est donc venue ici pour les informer, elle et Akira, de cela. Cependant, elle pensait qu'Akira ne croirait pas une étrangère sans aucune preuve. Elle a donc décidé de le suivre discrètement jusqu'à ce que les démons attaquent hier. Akira ne lui fait toujours pas entièrement confiance, alors il utilise sa compétence Ouaille du monde sur elle et découvre qu'elle dit la vérité. Il lui demande ensuite ce que fait sa compétence barrière spirituelle, et Lia panique. Elle demande comment il connaît ses compétences, mais Akira lui dit de juste répondre à sa question. Elle lui dit que les barrières normales peuvent être appliquées à des espaces fixes, mais que sa barrière spirituelle peut aussi être appliquée à des cibles en mouvement. Akira lui demande si elle peut l'appliquer aussi sur des personnes, et Lia affirme. Elle dit à Akira que sa capacité lui sera vraiment utile. Elle révèle ensuite que le seigneur démon est après la magie de résurrection d'Emilia, et qu'ils ne peuvent pas le laisser l'obtenir. Akira est surpris par cela, et monte immédiatement sur le dos de Knight, disant à Lia de monter. Knight demande s'il est sûr qu'ils peuvent faire confiance à la fille, et Akira répond qu'ils ont besoin de son pouvoir pour secourir Emilia, et qu'ils n'ont pas d'autre choix pour le moment. D'autre part, Emilia apprend également le plan du seigneur démon, et elle en est assez surprise. Elle demande à Aurum pourquoi le seigneur démon voudrait sa magie de résurrection, alors que les démons vivent pratiquement éternellement, et qu'ils sont super difficiles à tuer. Aurum est d'accord avec elle, car il ne voit pas beaucoup d'intérêt à la magie de résurrection. Il affirme qu'elle ne peut pas être utilisée si la cible est morte depuis longtemps, et qu'elle a un long temps de recharge en plus de cela. Emilia demande comment il en sait tant, et Aurum lui dit qu'il le sait, c'est tout. Il lui dit que quand Akira mourra bientôt de ses mains, elle ne pourra pas le sauver avec son sort de résurrection, car elle vient de l'utiliser sur elle-même. Il parle avec enthousiasme de la façon dont Emilia pleurera quand elle verra Akira mourir, et espère que ce sera plus que les larmes de Kilika quand Liam est mort à cause d'elle. D'autre part, Akira est toujours en route vers le donjon. Il a l'impression d'avoir déjà vu Lia auparavant, lorsqu'il avait été fraîchement invoqué, et lui demande de lui dire ce qu'elle faisait là. Lia commence son histoire depuis le début, lui racontant qu'elle était une simple villageoise, mais qu'un jour une gelée noire est apparue et a englouti sa famille et son village. Elle est sûre que quelqu'un avait modifié cette gelée avec de la magie interdite et l'avait relâchée dans son village, et maintenant elle a pour mission de les retrouver. Akira réalise que la gelée qui a englouti Emilia devait être la même. Lorsque Lia révèle qu'elle était la seule survivante de son village, la famille royale l'a adoptée en raison de ses compétences rares, et elle est devenue princesse. Elle a utilisé son autorité pour étudier l'incident, et a découvert qu'il avait des liens avec le pays qui avait invoqué Akira et d'autres.
Elle dit que beaucoup d'humains et d'hommes bêtes avaient fait disparu ces dernières années et qu'ils avaient été utilisés comme sacrifices pour le rituel d'invocation. Lia est sûre que sa famille disparue faisait aussi partie des sacrifices, et c'est pourquoi elle voulait examiner de près le héros qui avait été invoqué en offrant leur vie. Akira lui dit qu'il est aussi l'un des gars invoqués d'un autre monde, mais Lia n'a aucune rancune contre lui. Elle ne déteste que le roi et la princesse qui étaient derrière cela, et Akira révèle qu'il a aussi de profondes rancunes contre eux. Il refuse de croire que le roi les a invoqués pour lutter contre l'invasion du seigneur démon, et Knight lui dit qu'il a raison. Il dit que les démons n'ont pas tenté d'envahir d'autres pays au cours du siècle dernier, et que tout le monde les stéréotype simplement comme une race maléfique qui ne veut que la violence. Juste à ce moment-là, ils atteignent l'entrée du donjon, et une fois à l'intérieur, Knight dit à Akira qu'ils doivent abattre un certain nombre de monstres pour nettoyer chaque étage. C'était la règle établie par le premier seigneur démon qui a créé tous les donjons, et il n'y a aucun moyen de la contourner. Akira dit que le faire normalement prendra beaucoup de temps, alors il utilisera la magie des ombres pour que ce soit rapide. Knight lui dit qu'il sera épuisé avant même qu'il n'atteigne le démon à ce rythme, mais Akira répond qu'ils n'ont pas d'autre option. Knight dit qu'il a une autre façon de gérer la situation, il prévoit de s'occuper des petits monstres pendant qu'Akira économise son énergie pour le grand combat. Cependant, il n'est pas sûr de pouvoir garder le contrôle une fois qu'il sera habitué au combat. Il craint de blesser son maître s'il devient fou, mais Akira lui assure qu'il veillera à ce que cela n'arrive pas. Il demande à Knight de l'aider, et celui-ci se transforme immédiatement en sa forme à 3 têtes, anéantissant les hordes de monstres avec son souffle de feu, tout en se précipitant à travers les couloirs du donjon. Il commence à perdre le contrôle et à s'écraser contre les murs. Akira lui dit de se contrôler, et sa voix atteint Knight, qui a l'impression de nager dans un vaste océan. Il se sent mieux après avoir entendu la voix d'Akira et lui demande de continuer à l'appeler par son nom car cela l'aidera à garder le contrôle. Akira pense que c'est un peu suspect, mais il s'exécute et continue de parler à Knight afin qu'il puisse garder le contrôle de lui-même. Alors qu'il se précipite dans le donjon, Akira demande à Knight de lui en dire plus sur la raison pour laquelle les autres espèces détestent les démons. Knight révèle que c'est à cause du premier seigneur démon. Il était un peu amer parce que d'autres races l'avaient nu poussé vers le continent stérile et avaient attaqué leur pays. Cela a fait de lui le symbole du mal ultime, et les gens ont commencé à croire que seul le héros pouvait arrêter quelqu'un d'aussi dangereux que lui. Knight continue d'anéantir la horde de monstres devant lui, tout en disant à Akira que la plupart des seigneurs démons n'ont pas essayé d'attaquer les humains. Mais il y a quelques générations, un fou qui voulait se faire un nom a tué la femme du seigneur démon. Le seigneur démon était un type plutôt cool, qui aimait sa famille, mais quand il a perdu sa femme, il est devenu une menace. Akira a pitié du pauvre gars, mais pense que s'il a vraiment ordonné à ses hommes d'enlever Emilia, il le lui fera payer. Knight n'a aucun problème avec cela, mais il dit à Akira de garder à l'esprit que tous les démons ne sont pas les mêmes. Certains sont carrément cruels et veulent écraser toutes les autres races, mais d'autres veulent parvenir à la paix avec toutes les espèces vivant sur la planète. Akira lui dit qu'il s'en souviendra, et peu après, ils atteignent la pièce où Emilia est retenue. Akira dit immédiatement au démon qu'il va reprendre Emilia et ordonne à Lia de lancer une barrière sur elle. Pendant ce temps, Knight retrouve sa forme de base, et Orum déclare qu'il est vraiment impressionné par le bras droit du seigneur démon, qui a amené l'assassin ici avec une telle rapidité. Knight ne lui prête aucune attention et s'excuse auprès d'Akira, car il ne pourra malheureusement pas l'aider pendant un certain temps désormais. Même Emilia s'excuse auprès de lui de l'avoir entraîné dans ce terrible pétrin, et Akira leur dit à tous les deux de se calmer un peu. Il assure à Emilia qu'il ne laissera personne la prendre, et sort ses dagues. Orim, lui aussi, invoque ses propres armes, affirmant à Akira qu'il perdra cette bataille, et sa propre vie. Knight lui rappelle que le seigneur démon leur a ordonné de lui amener Akira, mais Orem réplique que ses seules instructions étaient de ramener Amelia vivante. On lui a dit de tuer Akira s'il tentait de l'arrêter, et Knight n'arrive pas à croire que le seigneur démon puisse changer d'avis de cette manière. Pendant qu'ils sont occupés à discuter, Akira se glisse soudainement derrière Orum et l'attaque. Le démon bloque aisément son coup, puis contre-attaque en allongeant sa lance et en lui tailladant la jambe. Akira continue de l'attaquer sans pitié, mais aucune de ses offensives ne parvient à percer la défense d'Orim, qui traite ce combat comme une simple plaisanterie. Il parvient à blesser Akira à maintes reprises, encore et encore, mais décide ensuite de mettre fin au combat rapidement, car c'est bien moins amusant qu'il ne l'avait imaginé. Akira déclare que ce sera lui qui mettra un terme à cette confrontation et active sa magie des ombres. Les ombres se dirigent vers les endroits où son sang a été versé, et Akira utilise une compétence spéciale pour invoquer des bêtes d'ombre en se servant de son propre sang. Tout le monde est stupéfait en voyant cela, et Orem a beaucoup de mal à gérer les bêtes d'ombre qui l'attaquent de toutes parts. Pendant qu'il est occupé à maîtriser les loups d'ombre, Akira se précipite vers lui et lui taillade le bras et la jambe, le forçant ainsi à laisser tomber son arme. Cependant, Akira est également très épuisé à présent, et Orum a encore bien d'autres tours dans sa manche. Il joue de sa flûte étrange et sinistre, appelant les monstres sous son commandement à venir se battre pour lui. Akira panique en voyant cela, car sa magie des ombres est toujours en temps de recharge, et il ne sait absolument pas comment se défendre. Les monstres chargent leur rayon ultime pour le détruire d'un seul coup. Mais Lia utilise toute sa puissance pour créer une immense barrière protectrice autour d'Akira avant de s'effondrer.
La barrière absorbe d'abord les attaques des monstres, et juste au moment où ils tentent de passer au corps à corps, elle leur renvoie leurs propres attaques, leur faisant exploser la tête nette. Immédiatement après cela, Emilia s'approche d'Akira, lui disant qu'elle peut désormais bouger librement, car Orem a été considérablement affaibli. Elle se cache derrière lui, et Orem déclare qu'il est profondément déçu de lui-même. Akira pointe sa dague sur lui, mais hésite à lui porter le coup de grâce. Orem lui dit de se dépêcher, le taquinant sur le fait qu'il est un assassin incapable de tuer sa cible sans défense. Tandis qu'Akira se demande comment il pourrait bien tuer quelqu'un qui ressemble tant à un être humain, le patron d'Orem se téléporte à cet endroit. Il n'est pas du tout content de voir qu'Orem a perdu, mais maintenant, Akira et ses amis sont absolument terrifiés, car ils savent pertinemment qu'ils ne